Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Maxime à la régie. Bon matin, Guy. Bon matin, Maxime. Donc aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir Robin Aubert, entre autres, là, pour discuter, de son dernier opus, Tu ne sauras jamais. Hein, c'est Pierre Pajot qui va recevoir Robin, un ami de la radio, et un très, très beau film. Qu'on a énormément apprécié. Et avec moi, bien sûr, Robert Daudin. Bonjour, Robert. Bonjour, Guy. Afin de recevoir Jérôme Sabourin pour discuter, cette fois-ci, de son premier long-métrage documentaire. Donc, de la direction photo, on passe maintenant à la réalisation. Et avec Au bout du rien pantoute. C'est important du rien pantoute. Qui était le film de clôture des rendez-vous, mais qui est maintenant en salle. Alors, enfin, à Québec, à Montréal, à Sainte-Adèle. De toute façon, Marcel... Et à Dubaï, il y a un cinéma en haut de la tour, là, juste en bas de l'espèce d'antenne de communication où les gens vont... Alors là, il est présenté. Là. Dans un petit iPhone, il y a quelqu'un dans un iPhone qui va le regarder là. Enfin, on vous a posé la question souvent, mais il faut quand même aussi la reposer. Pourquoi avoir décidé de réaliser un documentaire sur son père? Ça reste que Marcel Sabourin est un homme extrêmement important. On l'a vu à la télévision, on l'a vu au cinéma, on a aussi entendu ses propos. Donc oui, c'est un sujet de film, mais il y a le fait aussi que ça soit son fils qui décide que c'est moi qui va prendre ici la caméra, qui va aussi décider de réaliser un documentaire. Bizarrement, c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire le film. C'est Angélique Richer qui est venue me voir. C'est-à-dire qu'on était ensemble et à un moment donné, on discutait. On disait, hey, tu devrais faire un film sur ton père. Je disais, oui, faire un film sur mon père, oui, c'est vrai que ça serait... C'est une bonne idée. Hein. Mais ça a pris de l'ampleur. Là. Après, on a écrit un projet pour présenter aux institutions financières. On a commencé à écrire une fois qu'on a eu une première... on a une subvention donc, pour écrire. On a passé à travers tout le processus, un très long processus de subvention. Et presque d'acharnement, en fait, parce que c'est 9 ans, 9 mois en tout, entre le moment où on a eu l'idée et le moment où il y a un film. Alors donc, c'est comme presque 10 ans. Moi, j'aime mieux 9 ans, 9 mois. Ça fait comme 18, hein? C'est 1 plus 8, c'est 9. C'est un chiffre Tesla. En tout cas, peu importe. Non, mais Marcel était d'accord dès le départ ou il était Mon père réticent? a toujours dit oui à tout. Ah oui? Ouais. Marcel Sabourin, pas mon père, nécessairement. Mon père ne disait pas oui à tout. Oui, on se rend compte que dans le film, c'est deux êtres. Hein? Il y a l'être, finalement, familial et l'être, entre guillemets, public. Puis, on en parlait avec Robert un peu avant d'entrer en ondes. Parce que oui, c'est quelqu'un d'extrêmement connu, Marcel Sabourin, mais sa vie privée, finalement, on a rarement entendu parler. Chez moi, on n'avait pas le droit. En fait, on n'avait pas le droit de donner l'adresse ou. Il y avait comme des restrictions aussi journalistiques pour mes parents. Les journalistes ne pouvaient pas se déplacer à la maison, ne pouvaient pas prendre des photos. C'était important qu'il garde son intimité, que les gens ne sachent pas publiquement où il vit. Pour toutes sortes de raisons. Je pense pour des raisons de recueillement, plus que des raisons politiques ou c'est pas une raison de star. Là. C'est pas Madonna, mon père. Préserver un espace qui lui appartient, c'est tout à fait légitime. Moi, je trouve que c'est une décision très sage. Oui, tout à fait. Et c'est aussi pour garder une espèce d'intimité pour sa famille. Parce que chez moi, le terrain de mes parents est immense, vraiment immense. Alors, tous les jeunes venaient jouer chez moi. Donc, c'est une espèce d'espace de vie perpétuelle là-bas, qui est encore là. Ma mère a un grand jardin. Ils vivent dans ce même endroit. Ils s'ennuient parfois parce qu'ils n'ont plus d'enfants pour venir jouer. Des fois, il y avait une douzaine de petits amis parce qu'on était 4 gars. Avec 10 ans entre le plus jeune et le plus vieux. Donc, ça donne
une variété d'âge assez impressionnante. Ouais. Et moi, ce qui m'a énormément frappé, puis c'est un des premiers commentaires là, à la fin du film que j'ai écrit, c'est que, oui, parce que là, je posais la question, vous filmez votre père, mais pendant tout le film, il y a une absence de complaisance. Et la forme du film qui devient presque un essai, un genre de miroir sur notre société, sur l'art, sur la pensée, prend le dessus et on oublie totalement que vous êtes, entre guillemets, son fils. Et pour moi, ça, c'est la plus grande force du film, d'avoir réussi finalement à avoir ce détachement et nous faire découvrir un personnage. Mais merci mais merci Guy, parce que en fait, pour moi, c'est une chose très importante. Dès le début du projet, là, dans le brainstorm, on fait des brainstorms, là, ça vient pas comme ça. Puis en plus, non seulement ça vient pas comme ça, mais il faut être à l'écoute. En fait, c'est toujours une question d'écoute. C'est une question d'être un par rapport aux événements, un par rapport à ce qui se produit. Donc, je vais juste fermer ma montre. C'est une catastrophe. Je suis désolé. Aucun problème. À la radio. Comme on est en direct, alors, tout est retenu contre vous. C'est beau. Ah ben oui, le mode silence n'était pas activé. Parce qu'il y a un mode silence sur l'iPhone et sur l'Apple Watch différent. Il faut tout mettre en silence. En tout cas, peu importe. Qu'est-ce que je disais, donc? Je disais que... Ben, je mentionnais que dans votre film, ce qui m'avait énormément frappé, c'est l'absence de complaisance pour finalement redonner, en fait, permettre à votre père de devenir finalement le moteur. Au début, justement, dans le brainstorm, on était tous réunis, puis j'ai dit, ça sera pas un film, je veux pas faire un film... sur mon père. Je veux faire un film sur l'image de Marcel Sabourin, l'imaginaire de Marcel Sabourin, avec son espèce de côté hypnotique, mais aussi un film absurde, comme les pièces du Bureau, peut-être, là, ou peut-être comme un tableau de Magritte ou peu importe. C'est pas du surréalisme, là, c'est plus l'absurde. Donc, c'est la réalité qui est un petit peu déphasée. Oui, c'est un film totalement éclaté. Ça fait partie de ce qui vient nous chercher aussi. Parce que Marcel est à plusieurs endroits en même temps. D'ailleurs, il y a une question par rapport à ça. Son sacré magnétophone là, qu'il utilise depuis très longtemps, c'est quelque chose que dont vous connaissiez l'existence? Absolument. Oui. Absolument. Avant le magnétophone, c'était les bandes magnétiques, même au début des années 60. Il traînait un immense magnétophone, même au café, quand il allait pour prendre des notes. Un immense. C'était très, très gros, là. Et vous avez eu accès à ça? Vous avez travaillé moi, j'ai pas eu accès. On n'avait pas accès à ça enfant. Et maintenant, en ce moment, il fait toujours ça. Ce que j'illustre dans le film, c'est la réalité du présent aussi. Oui. Pour moi, dans le film, c'est d'abord un film sur le présent, plus qu'un film sur le passé. C'est un film sur le futur aussi, peut-être. Mais en même temps, il y a une réflexion sur le temps, sur la vie, sur la mort, sur toutes ces choses-là dans le film, qui est un peu... qui est abordée de façon superficielle parce que la mort, c'est un grand déni. C'est un déni qu'on vit toute notre vie. On se cache qu'on est dans le couloir de la mort, finalement. C'est un principe de base. Le film, j'aborde la mort simplement pour ne pas qu'elle reste dans l'imaginaire des gens. Pour que la mort ne soit pas une question du film. Pour que la mort soit évacuée dès le début, comme le déni ne serait jamais évacué. Si je n'avais pas parlé de la mort, il y avait, mais il va mourir, hein, c'est un film testament, c'est un héritage. Non, le film n'est pas ça. Le film prouve que peu importe l'âge qu'on a, on est encore dans l'entertainment, puis que l'entertainment, c'est ça qui vit, c'est ça qui fait vivre le moment présent. Puis c'est pas parce que tu es à quelques années de ta mort que ça change ta capacité et d'ailleurs, il y a une scène dans le film qui représente ça beaucoup dans le monastère. C'est une scène qui a été tournée il y a juste 1 an. Hein. Donc, quand même à 87 ans. Ah non, en fait, c'est l'année dernière, mais je pense qu'il venait d'avoir 88 ans. Donc, on tourne ce segment-là dans le monastère. Et le plan qu'on voit, c'est un plan. Donc, il improvise quand il y a la fausse pochette, quand il y a la pochette cachée du Bureau.
Alors, ça, c'est une scène qui est improvisée. Alors, on m'a dit que c'était scripté. Il y a des gens qui m'ont demandé si c'était scripté. Mais c'est scripté, c'est extraordinaire ce qu'il a retenu parce que c'est 5 minutes presque, là, tu sais. Alors, c'est immense. Là. Ça dure, ça n'arrête pas. Mais non, c'est improvisé. C'est sûr qu'il y a des guides, mais ça reste l'improvisation. Donc, dans l'improvisation, il est encore très, 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 très présent. Même peut-être plus fort. C'est une improvisation qui est plus détendue, plus libre que lorsqu'il était plus jeune. Alors, donc, il y a comme... Pour moi, c'est un aspect important du film. Oui, parce que le film débute avec ça. Je regardais, les 20 premières minutes nous parlent majoritairement de son rapport à la mort. Et quand vous avez évoqué une scène, c'est drôle, oui, il l'habille maintenant, mais moi, c'est la scène où il commence à parler, je veux dire, qu'il va mourir à 215 ans, là. Et là, il là-bas, je veux dire, que la vie avant 150 ans, je veux dire, bon, il faut commencer à se préoccuper de la mort, mais plus ou moins. Mais il y a toute une réflexion sur le temps, sur notre place. Et d'ailleurs, cette scène-là, Guy, cette scène-là, on l'a tournée. C'était des pré-interviews. Alors, la façon dont le tournage s'est déroulé, parce que le tournage, on a finalement beaucoup de matériel au tournage, des interviews de Marcel, de Michel Rivard, de Robert Charlebois, etc., des interviews duo avec Jean-Pierre Lefebvre. On a tout tourné ça, les scènes de la baie, tout ça a été du matériel de tournage pendant la période de tournage. Mais moi, j'avais tourné des pré-interviews il y a 8 ans de ça, dont ce segment-là où, en tout cas, il dit « Ah, des petites pochettes. Il y a des pochettes, il y a de la lumière partout. » Ça, là, c'est un 40 minutes où ma mère était en bas, puis dans la prise, d'ailleurs, je me souviens, tout à coup, mon père dit « Françoise, on tourne en haut, là. Françoise, arrête de faire du bruit, on tourne en haut. » Non, mais ça, c'est en plein milieu. Là, il continue dans son monde de tu comprends? Dans un monde complètement imaginaire. J'avais ça. Et ça... Et l'intimité, on était tous les deux, donc il n'y avait pas de preneur de son. Il y avait lui et moi dans un recoin de la maison. Et il y a beaucoup d'interviews qu'on voit dans le film qui sont un one-on-one. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre, il n'y a aucune interférence, une liberté totale. Et ça donne un corps, ça donne du corps, une présence, en fait, à ce qu'il raconte, à ces improvisations-là. Mais il est terriblement convaincant. Hein. Je veux dire, on sait que c'est un acteur qui est devant nous. Il est convaincu, d'ailleurs. Oui, ça, c'est autre chose. Mais c'est ça, on dit, c'est un acteur, il a ses moyens, il a ses outils, il peut nous en passer des pommures, mais on s'en fout. C'est pas ça l'idée. On est très près de lui tout le temps de l'entreprise. Et pourtant, il nous amène loin. Hein. Il nous charrie. Mais il nous ramène toujours à cette réalité-là émotive. Moi, je voulais faire un film qui racontait d'abord une histoire de la vie. Puis c'est l'histoire de la vie du présent. C'est pas l'histoire de la vie du passé ou de la vie du futur. Alors, c'est comme si j'abattais un peu ces principes-là dans le film dès le début, parce que je veux qu'on vive un moment avec Marcel Sabourin, puis je veux qu'on vive un moment d'intérêt, que ça soit intéressant pour le spectateur. Donc, on joue avec avec la neige, on joue avec des fourmis, avec un magnétophone, on joue avec des éléments de jeu qui sont un peu surréalistes. Et lui, à travers ça... La structure du film, c'est une structure très ouverte que le montage met en place de façon très harmonieuse. Cette structure-là était préalable ou c'est le matériau qui vous l'a proposé? Premièrement, moi, je voulais ce qui est très difficile comme au niveau... je te dirais au niveau réalisation, ce qui est très difficile dans un projet comme celui-ci, c'est que, puisque tu connais très bien la personne que tu filmes, que tu captes, tu ne sais pas quelles sont les choses qui t'apparaissent, toi, très ordinaires, parce qu'à répétition, tu connais très, très bien la personne que tu filmes. Quelles sont les choses qui vont intéresser les gens, le spectateur? Quels sont les items? Et ça, cette espèce de
d'insécurité-là que j'ai eu depuis le début du projet, j'ai fait écrire un script qui est très, très, très exhaustif, qui est très narratif, je dirais, à travers les archives. On l'a respecté d'une certaine façon au tournage. Au montage, ça a été autre chose. Un documentaire de ce genre-là, hein? On ne parle pas d'un reportage objectif sur une réalité, là, pas du tout. D'ailleurs, c'est très loin du reportage. Mon film, je ne voulais pas faire un reportage du tout. Et j'ai rien contre les reportages, mais ils ont un autre... un reportage est de l'objectivité, mon film n'est que subjectif. Mais c'est pas la subjectivité d'un fils par rapport au père. Et c'est pour ça que moi, mon point de vue, j'ai essayé de l'effacer le plus possible pour donner un témoignage sur ce qu'est Marcel Sabourin et non le père de Jérôme Sabourin. Oui, mais ça devient comme un essai sur un comédien. Puis on va loin. Marcel nous parle, et ça c'est passionnant, du théâtre quand il l'a découvert comme jeune homme. Son enseignement, qu'est-ce qu'il a trouvé comme source de richesse dans le fait d'enseigner. Et là, il y a une parenthèse sur la langue qui est passionnante, son rapport à la chanson. En tout cas, il y a un terrain très vaste qui est couvert. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec un monteur qui est extrêmement narratif. Claude Palardy, qui est un grand monteur, un de nos grands monteurs, en tout cas, qui est quelqu'un qui est capable d'écouter l'immense montagne de matériel qu'on avait. Donc, il a pris presque un mois juste pour écouter le matériel. Et quand le montage a débuté, il était purement narratif, c'était purement de l'interview, etc., etc. Et c'est là que je lui ai laissé me raconter pour lui qui était Marcel Sabourin. Et après ça, on s'est servi de ce matériau-là, pour être capable d'insérer l'image de l'absurde qui est très présente dans le film. D'ailleurs, c'est bizarre parce que des fois, je vois des extraits à la télévision, ils ont montré des extraits, puis ils ont pris tout. Tout ce qui était le plus absurde. Oui, parce que c'est des images, c'est des symboles, c'est très symbolique. Alors, après ça, on a placé, à travers cette narration-là, qui est extrêmement exigeante au niveau... On a placé une espèce de respiration, un espace, en fait, pour que l'imaginaire puisse se reposer, mais aussi pour que l'imaginaire puisse avoir une autre facette de Marcel Sabourin. Et ça, c'est plus personnel. C'est ma façon dont je vois Marcel Sabourin. Mais justement, pas comme un père, mais comme un artiste. Donc, c'est une façon visuelle d'exprimer quel type de personnage complètement éclaté, mais complètement concis qu'il est. Parce que, je veux dire, dans cet éclatement-là, il y a une cohérence totale. Et c'est vraiment... Et on le voit qu'il y a une cohérence. Et c'est vrai que on le ressent, en tout cas, j'espère. Oui. C'est vrai qu'il y a une très grande liberté au niveau de la structure narrative, mais moi, en regardant votre film, je percevais à certains moments le directeur photo, dans une mesure, et le directeur photo de la fiction, dans une certaine mesure où ce passé de la fiction vous a permis de jouer avec l'espace et les lieux. Parce que pour moi, ce film-là, oui, il y a Marcel Sabourin, mais Marcel Sabourin dans des espaces et des lieux, et c'est comment vous réussissez à travers ces différents lieux à réunir, je dirais, toutes les particules de Marcel Sabourin. Puis c'était Charlebois qui disait qu'il y a une conscience cosmique, mais cette conscience cosmique est comme représentée à travers la mise en scène que vous faites des lieux puis de l'espace. En tout cas, moi, ça fait plus que 30 ans que je suis directeur photo. Pour moi, la direction photo, c'est une question en cinéma. C'est pas un photographe du tout. Ça n'a rien à voir avec la photographie. C'est l'écoute de la caméra. Une caméra, c'est en action, c'est en mouvement. L'éclairage aussi est en action et en mouvement. Donc, c'est pas un moment... du passé, n'est-ce pas? Hein? Figé dans le temps, là. C'est pas figé dans le temps, c'est toujours actif dans le présent. Puis un directeur photo doit être quelqu'un d'extrêmement présent parce que c'est un métier du chaos.
Il y a toujours... le réalisateur suit une histoire, le directeur photo, il suit la météo. Alors, il y a quelque chose de très documentaire dans la façon dont un directeur photo aujourd'hui doit être en fiction, parce qu'il y a de moins en moins de budget, il faut être plus créatif, il faut être plus à l'écoute. C'est moins technique que c'était autrefois. C'est plus organique aujourd'hui, la direction photo. Et ça s'approche beaucoup plus de moi, ce que j'aime faire. J'adore mon métier de directeur photo. Mais dans ce film-là, c'est effectivement, mais je pense que dans un documentaire de ce type-là, un directeur photo peut réaliser parce qu'il faut être à l'écoute de cette espèce d'imagerie-là, de cette espèce d'onde, de cette espèce d'énergie d'un personnage. Et il y a quelque chose, il y a un contact entre un réalisateur de documentaire et un directeur photo de fiction. Un contact, un lien en tout cas entre les deux. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le film, mais je retrouvais beaucoup de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que je capte tout simplement une réalité, un moment présent, et j'essaie de le capter en racontant le plus possible qu'est-ce qui se passe autour. Oui. Mais il y a des lieux que Marcel habite qui, à l'évidence, lui tiennent à cœur. Je veux dire, la promenade au Père-Lachaise, il est tout à fait chez lui. Hein. Mais il est toujours partout tout à fait chez lui. Oui. Qu'on le mette au Père-Lachaise ou pas. Je voulais faire un truc au Père-Lachaise parce qu'il y a un principe. Pour moi, c'était en relation avec la mort, c'est en relation avec les souvenirs. Puis c'est en relation avec surtout la temporalité. Le cimetière est un lieu absolument incroyable. Tu sais qu'il y a beaucoup de couples qui font l'amour dans les cimetières. Hein? Ça, c'est un phénomène très connu des cimetières. Dans les hôpitaux aussi, mais un cimetière, c'est un lieu où les gens ont cette volonté-là de ne pas vouloir mourir. Alors, ils se font enterrer, puis il y a une pierre qui les représente. Comme une pierre philosophale, on va dire peut-être, d'une certaine façon, parce que c'est une pierre après la mort. Après la mort, on sait très bien qu'il y a peut-être probablement rien aussi. Il y a quelque chose de très différent de la réalité dans laquelle on se trouve. Si jamais il y a quelque chose, on ne sait pas s'il y a quelque chose. Mais un cimetière, c'est un lieu de rencontre de l'art. Parce que l'art, les artistes font des œuvres pour que les œuvres puissent persister à travers le temps. Pas nécessairement après la mort, mais à travers le temps. Une œuvre qu'on qualifie d'une grande œuvre, c'est une œuvre qui a traversé le temps. Traverser quoi, une semaine de représentation ou 350 ans, ou bien Michel-Ange, ou bien les Grecs, les statues grecques, on s'en fout finalement. Mais le principe, c'est l'art versus le temps. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé tourner au Père-Lachaise, parce que c'est un cimetière qui est mythologique, presque, dans l'esprit humain de tous les... Tu sais, Jim Morrison est là, Edith Piaf est là. Alors, il y a comme une espèce de côté mythologique. Et puis, moi, j'ai organisé des petites mises en scène avec un manteau de fourrure puis des jumelles, qui était franchement très, très simple comme mise en scène. Il y a tous les éléments. Puis, on a rajouté en poste l'hiver et la neige. Mais vous utilisez le mot mise en scène, puis c'est très juste. Il y a effectivement, c'est pas le seul moment d'ailleurs. Non. Même si on est dans le documentaire, comme c'est souvent le cas d'un documentaire, il y a une intervention du cinéaste où il y a mise en scène au sens Quand strict. on documente l'imaginaire, on ne sait pas où l'imaginaire va nous mener. Est-ce que le bateau-mouche de la fin, ça relève de la mise en scène? Ben, oui et non. C'est-à-dire que... Ah non, il y avait tous ces gens-là qui l'écoutaient. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est qu'Angélique... C'est dur là, de pouvoir... Angélique est une productrice absolument... c'est une productrice fabuleuse. Angélique avait soudoyé, en fait... Le propriétaire, en fait, un des directeurs du bateau-mouche, puis il a dit, oui, on va continuer un petit peu à tourner, mais la sécurité avait retenu les gens parce qu'il y avait un échange, retenu les gens qui rembarquaient sur le bateau-mouche. Oui. Alors, les gens étaient retenus, ils attendaient qu'on ait terminé de tourner pour rentrer. Oui. Alors, il s'est mis à chanter a cappella comme ça, et les gens n'avaient que ça à regarder. Finalement, ils regardaient quelqu'un qui chante en manteau de fourrure avec... Tu sais,
comme ça, avec un chapeau bizarre, une espèce de clown filmé avec une production, avec quelqu'un qui fait le son, avec la perche et tout. Alors, il y avait un côté complètement wild. Alors, tous les gens étaient là qui regardaient ça. Puis une fois, il a chanté comme ça, puis il s'est salué, et tout le monde s'est mis à applaudir. Ah non, mais c'est très convaincant, tout à fait. Moi, j'ai rajouté des sons de plus de foule parce que je voulais pas qu'on quitte l'imaginaire. Je voulais que ce soit une fausse scène. Mais en fait, bizarrement, c'était une vraie scène. Oui. Mais c'est bien, là, Maxime, il manque toujours du temps. Vous parlez de son, mais effectivement, on a parlé beaucoup d'images, on a parlé de mise en scène, on a parlé de structure narrative, mais également la bande sonore. Je veux dire, et il y a un travail, je veux dire, important sur l'aspect sonore, qui vient par donner aussi une autre couche de rapport que votre père a avec le temps, disons, présent, ou avec la vie, là. Oui, premièrement, la musique est très, très présente. Il y a beaucoup de musique. Hein? Nicolas Miranda a fait un travail absolument extraordinaire. C'est d'ailleurs le musicien qui avait fait Minuit Soir. Oui. Alors, et le monteur et moi, on a pris de la musique de Minuit Soir pour monter, d'ailleurs, bizarrement. Dans le cimetière, c'était la musique de Minuit Soir avec l'espèce de côté mystérieux et tout. Mais Nicolas a rendu ça un petit peu plus joyeux que Minuit Soir. C'était un peu sombre. Alors, on a comme mis un peu de lumière là-dedans. Mais ça ne se veut pas. Ces scènes-là se veulent le contraire de scènes d'épouvante. Là. C'est le contraire. Moi, le cimetière, je le mets là parce que c'est de la lumière. Pas parce que c'est... Il est loin d'être triste. Hein? Et Marcel est un personnage... Puis la neige qui monte... oui. La neige monte quand il avance, mais elle tombe quand il recule. Ah, ça, je l'avais pas remarqué. Oui. Puis moi, j'avais donné aux effets spéciaux cette notice-là. Vous avez trouvé ça chez Einstein? Oui, c'est ça. Mais c'est un concept de relativité. Non, là. mais attends, là, j'ai dit ça au gars d'effets spéciaux, Mark Hall, puis lui, il a transmis ça à son équipe qui ont fait la neige qui tombe, puis qui tombe. Puis lui, textuellement, il envoie ça on appelle ça des compositeurs, là, en compositing, pas des compositeurs de musique. Alors, eux autres, ils font « Ah oui, bien là, dans la même scène, c'est compliqué. Dans la même scène, là, il avance puis il recule. Alors, dans la même scène, la neige, oups, là, elle est en attente, puis ça va à monter. » Moi, je n'avais jamais prévu ça. C'était une surprise. Mais ça, c'est une forme d'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans le film. C'est un film où on est très bien. Et les gens rient à plusieurs endroits. On oui. On était emballés, le monteur et moi, quand on s'est rendu compte que les gens sont très sensibles aux petites choses. Et le film n'est que sur des petites choses. Oui. C'est des petites... Tu sais, le rien pantoute, c'est un petit peu. Petite affaire de rien pantoute, mais il existe. Et de ça, comme dans The Green Giant, une petite graine peut faire un immense arbre. Et là, pour nous, c'était important, cet aspect-là. Oui, mais la gestuelle de Marcel appelle ça aussi, je trouve. Oui. Gestuelle, intellectuelle, c'est imaginative, en fait. Ouais. Merci beaucoup, Jérôme Sabourin. Merci. Je n'ai pas parlé, mais j'étais tellement heureux que vous repreniez aussi des scènes du film de Jean-Claude. Jean-Pierre Lefebvre, pardon. Oui. Il faut pas mourir pour ça. Hein? Et ça nous donne le goût d'aller revoir. On a mis le film, d'ailleurs, ça c'était une demande que j'avais au montage dès le début, c'est qu'on a mis le film Il ne faut pas mourir pour ça comme une bande narrative de la structure narrative du film. Alors, on a suivi le film. J'ai fait transférer au complet. Alors, on l'a mis, et puis le cadre, d'ailleurs, je l'ai fait transférer. Le cadre carré, là, c'est off-gate, c'est-à-dire que c'est une partie de Il ne faut pas mourir pour ça que personne n'a vu. Alors, du film. Parce que moi, je l'ai fait transférer en full gate, puis c'était un 66, mais là, c'est en 4 tiers. Fait que cette gate-là, la vraie gate de tournage du film. Alors, on voit la gate de tournage du film dans ce film-là, pour les amateurs de cinéma, en tout cas. Merci pour le tuyau. Merci. Donc, on rappelle que le film a pris l'affiche jeudi, vendredi, avant-première et première. Là, on se demandait lequel était lequel. La vraie première est ce soir, le 16. Oui, au Cinéma Beaubien. Vous allez être sur place à 19h pour répondre aux questions. Et également, je voyais que vous alliez parcourir un peu le Québec parce que demain, vous êtes à Saint
Saint-Adèle. Hein, oui, puis après ça, après-demain, je suis au Nunavut. Au Nunavut, c'est non, bon. non. Pour aller tourner. Et ainsi de suite. Et vous voyez, c'est à peu près l'esprit du film parce que Marcel Sabourin se promène aussi dans plusieurs endroits dans le film. Merci beaucoup, Jérôme Sabourin. Au grand plaisir. Au bout du Rien Pantoute. En voilà qui a pris l'affiche.